Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre 4e et dernier webinaire de la saison, avant la saison estivale. On va se retrouver à la rentrée. Je suis Hélène Mendy, ambassadrice régionale de la branche France de GTA Black Women in Tech, une organisation dédiée à la valorisation des femmes noires travaillant dans le domaine de la tech. Ces derniers mois, de nombreuses personnes ont rejoint notre page LinkedIn et nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre intérêt et votre soutien. Votre engagement, qu'il soit récent ou de longue date, est précieux et nous motive à poursuivre cette aventure avec vous. Alors, je vais vous parler un peu de GTA. Donc notre mission est d'inspirer, de soutenir et de connecter le monde de la technologie afin de permettre à plus de femmes noires et de jeunes filles de s'épanouir et d'aider les entreprises technologiques à améliorer leurs performances grâce à la diversité et à l'inclusion. Nous organisons des événements en personne et en ligne régulièrement, offrant à nos membres des opportunités de réseautage. N'hésitez pas à souscrire à notre newsletter pour l'annonce de nos prochains événements. Donc, pour notre audience, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous réserverons 15 à 20 minutes à la fin pour y répondre. Je vais attendre un petit peu parce qu'on a les personnes qui se connectent petit à petit. Et donc, je vais attendre un petit peu. On a 6 personnes là qui sont connectées actuellement. Je vais attendre un tout petit peu avant qu'on commence l'interview. Et là, je suis en train de regarder, mais il me semble que je n'arrive pas à me connecter sur le live LinkedIn. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, en même temps, je vais vous parler, mais je vais essayer de connecter le live. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Là, c'est AM, PM, 6 PM. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas connectée. Normalement, ça aurait dû se connecter automatiquement. Donc, hop. Ah. Il met waiting for broadcast. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Ok. Bon. Normalement... Pour se connecter au live, c'est directement sur la page LinkedIn de GTA Black Women in Non, Tech en France. fait, moi, je dois appuyer sur le live et ça doit se connecter automatiquement. Mais là, il semblerait que ça ne se connecte pas. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, je ne sais pas du tout pourquoi c'est pas live. Normalement, je devrais appuyer, ça devrait se mettre automatiquement, donc je ne sais pas trop ce qui se passe. Désolée pour l'audience, j'essaye d'appuyer sur le live, je ne sais pas du tout pourquoi ça ne s'est pas connecté du tout. Go live. Ah, je crois que c'est bon. J'ai l'impression que c'est bon là. Je vais mettre... Désolée, c'est les imprévus du direct. Et ça serait bien qu'on ait... Je ne sais pas, les filles, est-ce que vous pouvez vérifier de votre côté C'est ça que je voulais savoir, c'est que pour se connecter au live, il faudrait qu'on aille sur la page LinkedIn. Il faut aller sur la page LinkedIn et voir en fait. Ouais. Mais là, je vois pas de post, ouais, je vois pas d'éléments pour rejoindre la live. Ouais, je sais pas. En fait, je crois qu'il y a eu un problème. Sénamé, tu peux envoyer un message à Dani pour lui demander... parce que là, je vois Go Live, mais j'arrive pas à me connecter en fait. Il y a un souci. Normalement, je devrais appuyer sur le bouton Go Live, mais il ne veut pas se mettre, donc je ne sais pas trop. Non. Pourtant, j'ai bien mis la page de... Hop, je vais mettre celle de GTA. Save. Désolée. Entrevue avec
Binta. Ouais. Non, bah, il veut pas se connecter. Bon, on va ouais, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Bah, on va avancer. Donc, alors, cette année, nous avons pris, l'initiative de lancer une série de webinaires, dédiés aux femmes noires qui façonnent le monde de la tech et il nous a semblé tout naturel d'aller au-delà, de nos publications, bi-hebdomadaires sur LinkedIn en leur donnant directement la parole afin d'en apprendre bien sûr davantage sur leur parcours et leurs contributions. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Binta Diallo, que nous laisserons se présenter, dans quelques instants. Donc pour mener à bien ces entretiens, je ne serai pas seule et j'aurai le privilège d'être accompagnée par Amédi Cécy, notre experte en tech. Donc Amédi, je vais te laisser te présenter et prendre la parole. Merci beaucoup Hélène. Donc moi c'est donc Amédi Cécy. Je suis donc la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Draw My Futures. J'accompagne donc les professionnels à se reconvertir vers les métiers de la tech et du digital. Mais moi, je viens aussi du monde de la tech et du digital. Donc moi, j'ai un master en ingénierie logicielle. J'ai été développeuse informatique, donc full stack et mobile pendant une dizaine d'années, enfin pendant 10 ans en vérité. Et aujourd'hui, donc je suis formatrice indépendante sur des sujets tech et aussi digital. Et j'ai l'honneur, moi aussi, d'être présente pour déjà écouter avec beaucoup d'attention, le parcours de Binta, mais pour, voilà, accompagner Hélène sur, les aspects plus techniques, en tout cas le parcours technique de Binta. On va pouvoir décortiquer cela. Mon rôle est de justement apporter le côté, vulgarisation. Donc je suis très contente d'être là, je suis vraiment ravie. Merci beaucoup Hélène et ravie d'être là, Binta. Et je dis coucou aux personnes dans le chat. Je vois Abeba, c'est trop cool de te voir. Je vois Célestine aussi, très bien. Coucou Edwige et les autres personnes que je vois dans le chat. Ouais. Donc, alors, on va commencer par ton parcours, professionnel. Donc, pour mieux te connaître et comprendre, ton parcours dans la tech, en fait, on aimerait plus en savoir un peu plus sur, ta trajectoire, les choix qui t'ont guidé et les étapes clés qui ont marqué ta carrière. Donc déjà, est-ce que tu peux, te présenter, nous parler de toi et de ton parcours? Et ensuite, nous donner un peu les étapes clés et il y aura une question en plus, ce sera, qu'est-ce qui t'a amené dans le domaine de la tech? Donc ça sera la seconde partie, on va dire, de la question. Ça marche. Bonsoir à tous. Merci pour votre intérêt concernant mon parcours. Ça me fait super plaisir et je suis vraiment très reconnaissante d'avoir l'opportunité de raconter un petit peu comment j'en suis arrivée là et peut-être inspirer certaines personnes qui pourraient vouloir se lancer dans le monde de la tech. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte, j'ai 30 ans. Je suis originaire de Bordeaux et donc c'est là où j'ai commencé mes études supérieures, où j'ai commencé par un parcours universitaire plutôt classique, mais c'est là qu'on va voir les premiers aspects de mon profil qui est un petit peu hors du commun et qui n'est pas forcément celui qu'on croise tous les jours dans l'industrie dans laquelle je travaille. J'ai commencé par une petite licence en langue étrangère appliquée parce que du coup, j'ai un background très multiculturel où j'ai énormément bougé dans mon enfance et jusqu'à la fac. En fait, j'ai beaucoup voyagé, ce qui fait que je parle plusieurs langues. Donc, à la base, je voulais faire un parcours qui allait être assez généraliste parce que je ne savais pas encore tout à fait ce que je voulais faire. Je savais que je voulais être plutôt créative à la base, donc je me suis dit, bon, bah, quoi qu'il arrive, utilise déjà ce que tu as comme compétence et tu verras par la suite. Et ensuite, donc, j'ai fait un master en école de commerce, dans un premier temps en business international. Et ensuite, je me suis réorientée dans la mode parce que je m'étais dit, en fait, bah, c'est ce que j'aimerais faire. Donc, je me suis lancée dans le marketing de la mode. Donc, là, comme vous voyez, on se demande à quel moment j'ai atterri chez Microsoft. Mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est que vu que j'étais très curieuse, j'ai toujours rebondi assez vite. Donc, je finis donc mon master en marketing de la mode.
je commence à bosser et je me rends compte très vite que je ne suis pas forcément le profil type pour le monde du travail typique. Donc, très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit que j'allais pas forcément vouloir avoir un job métro boulot dodo, mon petit 35 heures par semaine. Et je sais pas si je peux déjà commencer à parler de mon parcours pro dans sa Oui, substance, mais en tout si. cas, pour Ouais. très simple, j'ai très vite monté mon propre business parce que je me suis rendu compte que j'étais pas forcément faite pour le milieu dans lequel j'évoluais. Donc, avec mon conjoint de l'époque, qui était développeur, on a monté une petite entreprise, on a monté une agence web. Et du coup, pendant 5 ans, c'est ce qui m'a occupée. Donc, ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'on voulait que chaque personne qui participait à ce projet puisse y trouver son compte. Donc, moi, pour ma part, je voulais vraiment de la flexibilité et de la liberté parce que j'avais pas trop envie de me sentir enfermée dans mon boulot et je voulais pouvoir toucher à tout. Et malheureusement, quand on travaille dans une entreprise du monde, on va dire classique, c'est compliqué de dire j'aimerais faire de la compta et j'aimerais aussi faire du graphisme et tant qu'à faire, je veux bien faire ça aussi, à moins qu'on soit dans une très petite structure. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de pouvoir toucher à tout. À côté de ça, mon ex-conjoint, lui, était dev, il était développeur, mais pas forcément content des missions qu'il avait. Donc, il s'est dit, je vais aller chercher mes propres clients et puis ça répondra peut-être mieux à mes besoins. Et après ça, on s'est basé sur notre réseau pour recruter des personnes qui avaient les compétences dont on pouvait avoir besoin selon les projets sur lesquels on était amené à travailler. Et la petite agence a fait son petit chemin. On a fini par être 8 au pic de notre aventure. Et donc, pendant 5 ans, c'est ce qui m'a occupée. Ce qui a fait ensuite donc j'ai choisi de continuer sur autre chose, c'est que j'avais fait un petit peu le tour de l'aventure de l'entrepreneuriat. Je voulais vraiment savoir ce que ça faisait de gérer une entreprise. Je voulais savoir ce que ça faisait de gagner son propre argent sans forcément être freelance, parce que là, c'est encore d'autres problématiques que j'avais déjà parcourues. Et c'est peut-être intéressant pour certains, mais c'est vrai que avec le Covid, c'était pas forcément le plus viable. C'est compliqué de trouver des clients quand on découvre tout d'un coup le télétravail et qu'on est isolé. Donc après ça, je me suis dit écoute, c'était très cool, tu as fait ce que tu avais à faire. C'est vrai que tu avais oublié un truc, c'est que tu aimais la mode. Donc je suis retournée dans le milieu de la mode, mais avec un aspect tech. J'ai travaillé en tant que styliste e-commerce chez Farfetch, qui est un gros site de mode de luxe. Et mon boulot, en gros, c'était d'habiller soit des modèles avec des tenues que j'imaginais selon ce qu'on avait le jour en question. Imaginons Gucci envoie plein de pièces à mettre sur le site. Moi, je vais devoir créer des looks autour de ça. Mais là où il y a une dimension tech, c'est qu'on travaillait avec de l'IA. Donc, en fait, on utilisait des modèles robotisés qui ensuite étaient reconstruits par intelligence artificielle sur des logiciels qui ensuite remettaient tout bien, tout carré. Donc, si vous allez sur le site de Farfetch, vous allez voir des photos produites avec des modèles qui sont en fait pas des vraies personnes, mais des robots. Donc tout ça, c'est des choses en fait qui petit à petit ont construit un petit peu mon appétence pour la tech. J'ai oublié de préciser, parce qu'en fait, j'ai 10 000 expériences, j'ai fait 10 000 trucs en même temps, mais j'ai fait un stage dans une école de développeurs. Amédi, tu les connais du coup. Il s'agit de la Well Code School. Et donc, pendant cette expérience-là, je me suis beaucoup intéressée à ce que voulait dire être développeur. Parce que bien que moi-même, je n'ai pas forcément l'appétence pour le métier, parce que je suis vraiment pas assez structurée pour pouvoir travailler en tant que dev, ça me fascinait en fait de se dire que à l'époque, avant l'intelligence artificielle, on pouvait créer, comment dire ça, de la matière digitale from scratch. Je ne sais pas si ça c'est ce que je veux dire, mais vraiment, ça me rendait vraiment hyper enthousiaste de voir des gens qui écrivaient juste des lignes de code et on voyait des pages apparaître. Et pour moi, c'était magique. Donc, c'est resté dans un coin de ma tête. Donc, je fais ma petite
ma petite expérience dans la mode et je me dis, ouais, c'est cool tout ça, mais je pense que l'avenir, c'est plutôt la tech, à sens vraiment propre et pas forcément juste un site e-commerce qui vend des fringues. Donc, je recommence à chercher une nouvelle expérience et je me dis, écoute, ce que tu sais faire de mieux, c'est le marketing au final, parce que c'était quelque chose qui revenait dans toutes mes missions, même dans ma mission de styliste. Donc, je commence à postuler à des petits jobs et j'atterris dans un processus de recrutement. On ne me dit pas pour qui je candidate. Et passer la dernière étape de recrutement, on me dit, bon, bah, du coup, c'est Microsoft. Là, je regarde, je fais, ah, d'accord. Ok, donc depuis tout ce temps, moi, je ne connais pas forcément trop le truc comme un potentiel poste dans une très grosse boîte. Et j'avoue que j'étais assez impressionnée parce que jusque-là, j'avais travaillé soit pour des petites structures, soit pour quand même un gros acteur de l'entertainment qui est Netflix. Mais en fait, je travaillais dans une petite équipe. Et là, tout d'un coup, on me dit, bon, bah, du coup, tu seras au marketing, aux jeux vidéo. Et du coup, ton boulot, ça va être de bosser avec les partenaires pour faire des campagnes pour Xbox. Et là, je me dis, ah ouais, c'est pas mal quand même. Ouais. Et donc, voilà. Donc, ça fait 2 ans que je suis chez Microsoft. Ça fait 2 ans que j'apprends tous les jours. Et ça fait 2 ans que je me demande toujours comment j'ai fini là. Mais je pense qu'en défaisant un petit peu tous les fils emmêlés, on peut vite retracer ce qui a fait que mon parcours est aussi en zigzag, mais au final, très riche. Moi, j'ai juste une question, mais dans le job spec, quand tu as vu le job spec, qu'est-ce qui t'a attiré? Parce que, comme tu l'as dit, en amont, tu ne savais pas que c'était Microsoft. Mais qu'est-ce qui t'a attiré, qui a fait que tu t'es dit, c'est quelque chose qui me correspond? C'est une bonne question. Je pense que ce qui m'a attirée, c'est que il y avait une description qui était assez tournée sur la création et sur le fait d'avoir un job qui sera très polyvalent. Donc, en fait, ils insistaient vraiment sur le fait qu'il fallait une personne qui soit très capable d'adaptation rapide, qui parle plusieurs langues. Donc là, j'étais ah, super, ça c'est moi. Et du coup, le fait d'être capable d'apprendre très vite, parce que c'est un boulot qui est en constant changement. Et on n'arrête pas de nous le rappeler tous les jours où on arrive au boulot, c'est l'IA, l'IA, l'IA. Et je comprends mieux pourquoi. On s'en sert au quotidien et ça devient de plus en plus le nerf de la guerre. Et je pense que ce qui m'a vraiment attirée, c'était le côté soyez curieux, soyez gourmand d'innovation et surtout soyez capable de vous adapter rapidement. Et là, je me suis dit, bah, en fait, c'est moi, je fais que ça toute ma vie, en fait, de rebondir et de changer de fusil d'épaule. Donc, je pense que si je peux avoir une structure assez cadrée où j'ai ça au quotidien sans avoir à être freelance, je pense que j'aurais un peu gagné dans ma recherche. D'accord. Amédi, tu as des questions en particulier? Tout à fait. J'en ai quelques-unes. Donc déjà, donc j'ai noté pendant que tu parlais les différents métiers que tu as pu faire. Ce que j'ai noté, c'est donc tu étais dirigeante d'une agence web pendant 5 ans. Yes. Donc business développeuse, donc on va dire pour vulgariser commerciale pour une école pour pouvoir trouver des étudiants pour l'école. Tu as travaillé, donc tu as associé marketing et mode. Et après, tu as travaillé chez Microsoft dans le marketing et tu es chef de projet. Exact. Ma question, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à convaincre les différents employeurs, sachant qu'initialement, tu ne viens pas du monde de la tech, hein, mais peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles tu as pu te reposer pour valoriser justement des choses que tu avais dans ton profil. Est-ce que tu peux nous parler de cela? C'est super pertinent comme question. Et je pense que, en fait, ça a été une faiblesse quand j'avais encore le syndrome de l'imposteur, mais c'est devenu une force. C'est le fait d'insister sur l'idée que je ne suis pas spécialiste de quoi que ce soit. Et avant, j'en avais honte et je me disais que si tu n'es pas spécialiste d'un sujet, c'est que du coup, tu ne maîtrises pas et on va te coincer à un moment et que tu vas te retrouver sans capacité
de répondre aux questions qu'on me pose. Et au final, en fait, j'en ai fait ma force. Et à chaque fois que j'avais des entretiens, on me disait du coup, qu'est-ce que tu peux nous apporter, sur quoi tu penses être vraiment leader ou quoi que ce soit. Je leur disais, en fait, très sincèrement, je suis spécialiste de rien, je suis généraliste. Mais ça fait que du coup, si tu me mets sur n'importe quel sujet qui soit pas non plus nécessairement un sujet d'ingénieur, je serai capable de m'adapter très rapidement. Et aujourd'hui, je pense qu'avec le monde dans lequel on vit, où tout va à 10 000 à l'heure, littéralement, regardez 5 ans derrière vous, où on est à des années-lumière de là où on est aujourd'hui. Vous n'aviez pas de ChatGPT dans votre vie il y a 5 ans. Vous n'aviez pas la capacité de faire du télétravail full-time. Si vous le demandiez, on vous rirait au nez. Donc, beaucoup de choses ont évolué. Et ce que je leur ai dit, c'est que j'ai été vecteur de changement dans mon propre parcours tellement vite qu'en fait, je me suis imposée à moi-même l'adaptabilité. Donc, à chaque fois qu'on me demandait c'est quoi ta force, je leur disais, écoutez, à 23 ans, j'ai monté ma boîte parce que j'avais pas envie de bosser dans un milieu qui ne me correspondait pas. Je me suis débrouillée. On me disait tous les jours, ah, mais vous saviez pas qu'il y avait ces impôts à payer? C'est pas grave, j'apprends, je prends des notes. Ok, d'accord. Ah, vous n'avez pas de comptable? C'est pas grave, je vais me former pour savoir comment gérer la compta. Et en fait, je pense qu'il y a eu des employeurs qui ont eu peur de ça et qui m'ont dit clairement, je vais pas vous mentir, je vais être totalement transparente, je me suis pris des refus à balles. Vraiment, ça peut être déprimant parfois d'ouvrir sa boîte mail et de se dire, mais je sais que je suis brillante, je sais que j'ai des compétences, mes parents m'ont répété toute mon enfance que j'étais spéciale et je me prends des refus à droite à gauche. Alors, ça peut vraiment contribuer à cette impression qu'on n'est pas assez bien et qu'on ne mérite peut-être pas de trouver un job là où on recherche quelque chose. Mais en fait, ce qui m'a redonné espoir, c'est quand justement il y a eu ces quelques petits employeurs qui m'ont dit, en fait, nous, on trouve ça trop cool que tu sois aussi curieuse et aussi capable de te débrouiller rapidement. Et on va te donner une chance et tu vas tenter et on verra si ça matche ou pas. Et c'est, je pense, sur ça qu'il faut se concentrer quand on n'est pas sûr de soi et qu'on se demande ce qu'on peut faire dans sa vie. C'est, tu prends un truc, tu le testes à fond et jusqu'à ce que vraiment tu aies épuisé toutes tes options et qu'on t'ait vraiment dit non, là, c'est mort, il n'y a rien à faire. Là, tu peux lâcher, mais au moins tenter. Donc, je dirais vraiment, c'est le fait de constamment savoir rebondir et d'être débrouillard. Je pense que c'est ce qui m'a aidé à ouvrir la porte chez Netflix, à ouvrir la porte chez Microsoft, chez Xbox et chez plein d'autres. Je pense que c'est ce qui m'a vraiment aidé. Hyper intéressant. Et donc, j'ai une autre question par rapport à ça, parce que tu nous as partagé comment ça pouvait se passer lors des entretiens, et tu as utilisé en fait ton mode de fonctionnement comme preuve du soft skills, donc la compétence que tu avais de t'adapter pour illustrer, pour dire que je peux mettre à disposition de votre entreprise. Donc, là, tu prends l'entretien, et donc j'aimerais que tu développes un peu comment tu décrochais l'entretien. Donc, pour décrocher l'entretien, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être le réseau, ça peut être postuler à des job boards, ça peut... Voilà, il y a plein de manières différentes. Et j'entends que tu étais vraiment en mode, je vais aller à fond, je vais explorer toutes les possibilités. Il y en a un qui va passer. Donc, je veux bien que tu développes cette partie-là. Alors, il y a eu plusieurs choses. Le réseau, j'ai tenté. Je ne sais pas si c'est très courant partout, mais en tout cas, j'ai une maman de l'Afrique de l'Ouest qui forcément veut me voir réussir et qui du coup creusait à fond son réseau et demandait à tout le monde « Hey, ma fille, là, elle vient de finir ses études, tiens, prends son CV, etc. » Donc, cette piste-là, je l'ai creusée. Mais pour être très honnête avec vous, j'ai toujours aimé me débrouiller toute seule. Donc, le réseau, ça n'a pas été forcément là où j'ai trouvé du boulot. Et je pense qu'en fait, aucun de mes emplois n'a été trouvé grâce à mon réseau. Ce que j'ai trouvé, par contre, par mon réseau, c'était plutôt les gens avec qui j'ai pu collaborer dans mon agence. Là, oui, je me suis basée que sur des gens que je connaissais déjà parce qu'il y avait un peu cette notion de confiance-là. Mais pour trouver, du coup, même déjà pour décrocher des entretiens, mon nerf de la guerre, c'était le process de postulation. Je suis une psychopathe sur ce truc-là, à savoir que j'ai un Notion hyper carré
où je fais un suivi vraiment très constant de tous les endroits où j'ai postulé, parce qu'il n'y a rien de pire que quand on vous rappelle et que vous ne savez même pas qui vous appelle, en fait. Donc, vraiment, je note tout, je mets le CV exact que j'ai utilisé, je le mets en pièce jointe, etc. Donc, déjà, je pense que la chose number one, c'est être organisé, premièrement. La deuxième chose, c'est, je sais que vraiment, je vais vraiment le répéter beaucoup, mais en fait, dès que les débuts de l'intelligence artificielle ont commencé à être disponibilisés pour le grand public, j'ai sauté dessus. Donc, tous les petits gens un peu obscurs sur GitHub qui partageaient des bots qu'on pouvait utiliser pour automatiser certains process, je me suis jetée dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai simplifié le plus possible les parties les plus embêtantes du process, à savoir adapter sa lettre de motivation à la boîte à laquelle on postulait, parce que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens négligent. Je le vois dans mon entourage. J'ai beaucoup d'amis qui me demandent, tu peux m'aider un petit peu à postuler, parce que là, j'avoue, je sature. Ou alors moi-même, je leur propose, je leur dis, donne-moi ton CV, je vais regarder. Le CV, parfois, il est bourré de fautes, ou alors il n'y a pas de photo. Je me dis, alors déjà, il faut que tu mettes une photo. Oui, mais bon, je ne sais pas trop si ça se trouve, l'employeur, il est peut-être un petit peu discriminant ou des choses comme ça. Je dis, bah, justement, ça fera le tri. C'est bien, ça Tout à fait, je partage tout à fait ton avis. C'est le premier truc que les gens doivent voir. Et donc, peaufiner son CV au max, autant sur les mots-clés que l'employeur veut absolument retrouver, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, je vais faire un pêle-mêle, hein, je mets juste ce que je sais faire, et ils feront avec, en fait. Mais c'est pas comme ça. C'est à toi de t'adapter, parce que c'est toi qui es en demande. Donc, vraiment, le CV, ça a été le plus important avec la lettre de motivation que j'ai automatisée au max. Et comment dire, je faisais toujours le travail aussi de relancer quand j'étais vraiment hyper intéressée par le job. Donc, si vraiment je sentais que c'était quelque chose où je me voyais évoluer, j'essayais de trouver le contact du recruteur et je lui écrivais, je lui disais, écoutez, voilà, si jamais, je vous remets mon CV ici, comme ça vous l'avez. Donc, c'était la première chose. Il y a un autre truc, c'est que je crois vraiment au fait de forcer pour rentrer dans une entreprise qui a un nom dans l'industrie qui nous intéresse, parce qu'ensuite, ça sert de levier quand on veut changer de boulot. Exemple tout bête. Donc, je me suis dit, voilà, je vais me former pour être styliste. Oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais j'ai fait 1 an de pause dans ma carrière pour me former spécifiquement au métier de styliste. Et ensuite, j'ai fini donc chez Farfetch, qui, pour toute personne qui aime la mode, c'est une référence. Et pour tous les stylistes qui veulent faire ce métier, quand ils entendent Farfetch, ils disent « What ?» Comment j'ai réfléchi à ça, c'est que je me suis dit, en fait, si tu dois faire quelque chose où tu débarques, il faut que tu sois irréprochable et que tu sois la meilleure. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant qu'être styliste dans l'ombre, autant être styliste dans un milieu qui ensuite va te servir à quelque chose. Et la vérité, c'est que quand j'ai eu mon premier entretien chez Microsoft et que j'ai dit Farfetch, ils savaient tous de quoi je parlais. J'étais étonnée parce que je me disais, c'est la mode. Et ils me font, bah oui, mais c'est aussi une start-up de la tech et ils sont à tous les salons de la tech et de l'innovation, donc on sait qui ils sont. Et pour nous, c'est gage de confiance, en fait, de savoir que tu as pu rentrer dans ce genre de boîte. Et ça montre aussi que tu es hyper curieuse, pas seulement sur ton métier passion, mais aussi sur l'industrie de la tech en global. Donc, en gros, c'est vraiment toujours essayer de trouver des connexions et dire, c'est terrible à dire, mais il faut dire ce que veut entendre l'employeur, en fait. Et j'essaye toujours de trouver, même si c'est exactement le mot farfetched, genre vraiment tiré par les cheveux. Je me souviens quand j'ai passé un entretien chez Xbox, ils m'ont demandé, bon, ok, c'est très cool tout ça, mais à part être une gameuse, c'est quoi concrètement que tu peux nous apporter dans l'industrie du jeu vidéo? Je leur dis, bah oui, déjà, premièrement, j'ai l'expérience dans un milieu qui est quand même assez game orienté. J'ai beaucoup d'amis gamers, moi-même je joue énormément, mais c'est vrai que ça veut rien dire en fait. C'est pas parce qu'on est passionné d'un sujet qu'on peut apporter quelque chose de concret. Mais en fait, ce que je leur ai dit, c'est la différence entre moi et une autre personne, c'est que je peux, je pense, évoluer dans n'importe quelle industrie et devenir passionnée.
Mmh. Et avant ça, par exemple, j'étais chez Netflix. C'était pas forcément mon dada de regarder des séries. Pourtant, c'est le cas de tout le monde, mais c'était pas forcément mon cas. Et je leur ai dit, vous croyez vraiment qu'à 23 ans, si j'avais 23 ans ou j'avais plus 20 ans, je pense, quand je suis rentrée chez Netflix, vous croyez vraiment que je serais rentrée chez Netflix comme ça, l'air de rien, si j'étais pas quelqu'un de vraiment hyper adaptable et hyper bosseur? Ils m'ont regardé, ils m'ont fait, c'est vrai. Donc, En fait, je tu pense que savais c'est sortir les L'audace bons aussi. arguments. Ouais, tu avais les bons aussi. arguments et puis un peu d'audace aussi, un peu d'audace aussi, Un on petit va peu. être honnête. Et je pense que, après, on est quand même, tu es dans des milieux qui sont assez créatifs, donc il faut avoir de l'audace. Moi, c'est ce que je me dis, parce que quand même, tout ce qui est marketing, branding, tout ce qui est, créatif, en fait, ils cherchent des gens qui sont un peu audacieux. Moi, j'ai plutôt cette impression-là de tout ce que tu me dis, c'est que, on cherche des gens qui ont de l'audace, en fait, et donc faut vraiment montrer ta personnalité, être audacieuse, ne pas avoir peur, en fait, de les challenger quelque part dans leur, comment dire ça? Peut-être dans leur perception des choses. J'ai l'impression, ça c'est ce qui ressort en tout cas de ce que tu n'arrêtes pas de nous dire, c'est que tu as vraiment été audacieuse quand même. Il le faut. Je pense que c'est quelque chose, même en tant que gamine. Alors, il y a eu deux paradigmes dans mon éducation. Je ne sais pas si on m'entend toujours, parce que je vois que ma connexion est instable. Si, Ouais, on t'entend. Pas Ouais, bien. on t'entend. En fait, j'ai deux paradigmes. Ça a été soit discrète et soit sage, et d'un autre côté, ça a été tu devras faire 10 fois plus que les autres. Et ça, on me l'a répété, je pense, c'est le cas de beaucoup de femmes noires. Tu devras faire beaucoup plus pour arriver même au niveau de tes pairs, PAIRS. Donc du coup, c'est vrai que très tôt, j'ai su qu'il fallait que soit je me bouge et que vraiment j'enfonce les portes pour arriver là où je voulais, ou alors je pouvais juste me laisser vivre et ensuite avoir beaucoup de déceptions et de regrets, parce que c'est une personne qui supporte mal le fait d'être inactive. Donc effectivement, ça demande de l'audace, et je pense que c'est de plus en plus nécessaire aujourd'hui dans le monde où on est, où c'est très difficile aujourd'hui de trouver du boulot. Donc il faut y aller, quoi. Alors, on va passer à une autre partie, et là, c'est plus, on est des femmes noires, c'est Black Women in Tech. Donc, moi, je voulais savoir, bien sûr, tu as rencontré des obstacles en étant une femme noire, ça c'est clair. Et comment tu as fait pour surmonter ces défis voilà, tout simplement. Alors, je pense que nous aurons toutes des anecdotes à ce sujet. Et effectivement, j'ai commencé très tôt à voir qu'on ne me traitait pas pareil, qu'il fallait que je me justifie parfois sur mon travail, sur ma capacité. J'ai eu de nombreuses fois pendant les process de recrutement l'impression que j'allais être prise et que tout était gagné d'avance et que c'était juste une formalité pour la suite. Et au dernier moment, on me disait « Ah ben, on a choisi de bouger, de continuer avec un autre candidat. » Mais vraiment, genre, quand on te dit « Tu es à la dernière étape et tu seras pris », et tu te dis « Bon, ok. » Donc, c'est là que j'ai commencé à comprendre que tout n'était pas aussi simple que ce que je pensais. Et ensuite, bien entendu, en tant que chef d'entreprise, on est confronté à différents types de problèmes. C'est-à-dire que tu vas à des rendez-vous clients, on te regarde et on fait du coup, vous êtes la stagiaire. On m'a déjà sorti des choses comme ça. Ouais. Donc, vu que j'étais jeune, je mettais ça sur le fait d'être jeune. Mais ensuite, je sentais quand même qu'il y avait des questions. Ah ouais, mais du coup, vous avez fait quoi comme études? Ah ouais, mais... Donc, il y avait souvent des remises en question de ma légitimité. Et même aujourd'hui encore, dans mon métier, c'est plus forcément une remise en question de ma légitimité, parce que je pense que toutes les personnes qui sont chez Microsoft ont bavé pour être là. Donc, je pense que il n'y a pas de remise en question possible de pourquoi elles sont là. Mais c'est les petites remarques, les fameuses remarques sur les cheveux, sur l'apparence physique, sur le ah, t'as bronzé, ce genre de choses. Et c'est vrai que du coup, je pense que ça, c'est généralisé à tous
toute expérience professionnelle en tant que femme noire. Je vais pas le cantonner au milieu de la tech. Ouais. Ce que je disais l'autre jour, c'est que là où ça peut parfois être un petit peu plus marqué, c'est quand on est dans un milieu plus fermé. Donc, par exemple, les développeurs, ça a pu m'arriver d'évoluer dans un milieu où il y avait uniquement de jeunes hommes qui sont très gaming, très t-shirt groupe de rock et cheveux longs et je prends pas de douche. Et en fait, le truc, c'est que souvent, j'ai été confrontée à des situations où je me dis, attends, mais du coup, là, en fait, tu fais des remarques que je ne tolérerai pas. Je dis quelque chose ou je laisse passer pour être cool. Et du coup, ce que j'ai choisi de prendre comme approche, c'est une approche de éducatrice, où plutôt que d'être dans la constante confrontation ou défensive, c'était plutôt, bon, je comprends, en fait, tu ne connais pas forcément des profils comme le mien, tu n'as jamais été en contact avec des gens comme moi, donc ça sert à rien, en fait, que je le prenne mal. Le mieux, c'est que je te dise, ok, d'accord, viens, je vais t'expliquer. Oui, les femmes noires aussi peuvent travailler, oui, les femmes noires aussi sont capables de lire ce gros dossier que tu m'as envoyé, ça va bien se passer, je peux être ta collègue. Et en fait, prendre une posture plus compréhensive et une posture comment dire ça? En fait, être excellente dans ce qu'on fait, ça montre aux personnes qu'elles ont tort. Donc, plutôt que d'être dans une posture de « Ah là là, ils sont méchants avec moi », c'est plutôt « T'inquiète, je suis aussi bonne que toi, voire même je peux être meilleure que toi. Je vais te le montrer par les actions. » Et le respect se gagne souvent, en fait, tout simplement dans la qualité du travail. Donc, il y a eu ça. Et l'autre truc, c'était tout simplement, comment dire, le fait d'être ouvert d'esprit et je pense que c'est ce que je disais en gros, mais le fait de comprendre qu'on arrive dans un milieu qui est encore très, très frais au final, dans une industrie qui a été très longtemps, comment dire ça, unique. Dominée, ouais. Unique, mono-ethnique, on va dire. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que on arrive un petit peu comme des aliens sur la table, et je pense que ça prend un petit peu de temps pour que les gens s'y fassent, et comme dans plein d'autres milieux, mais il faut être patiente et il faut juste être meilleur que les autres. Ouais. Ok. Tu nous as parlé précédemment du syndrome de l'imposteur, donc de la question même là, tu as parlé de légitimité, etc. Donc toi, comment tu arrives à dépasser en fait ce syndrome? Est-ce que tu as une méthode spécifique ou voilà? Parce que moi, je sais que j'ai comment dire ça? Il y a des choses que je pratique quand je sais que voilà, je vais arriver, je sens que là, ça vient. Il y a des choses que je me dis pour justement dépasser ça. Donc toi, est-ce que tu as des choses que tu mets en place ou que tu as mis en place pour quand ça va t'arriver en fait, tu vois? Yes. Tout simplement, là, je pourrais avoir le syndrome de l'imposteur, et je l'ai peut-être un peu eu, et après, je me suis vite ressaisie. Je me suis dit, oh punaise, c'est moi qu'on vient chercher pour que je raconte mon parcours. Qu'est-ce que j'ai de si intéressant à raconter pour que les gens prennent de leur temps pour venir m'écouter? Mais je pense que c'est justement ça le truc, c'est si les gens t'ont donné une chance à toi, c'est qu'il y a une raison en fait. Et c'est ce que je me dis à chaque fois que j'ai un rendez-vous où je me dis ah ouais, c'est intimidant là quand même, ou juste tout bêtement mon premier jour chez Xbox, j'arrive devant des gens qui sont là depuis je sais pas 20 ans dans le métier, qui connaissent tout par cœur. Alors soit je suis une gameuse, mais je connais pas non plus le jargon. Il faut savoir quelque chose pour la tech, c'est que chaque entreprise a son langage, et encore plus dans une méga structure comme Microsoft, et du coup, ils commencent à parler une langue que je comprends pas. Et là, je me dis, ah, panique, je comprends rien. Ils parlent en acronyme, on dirait qu'ils parlent vraiment une langue alien. Et là, je me dis, bon, c'est très simple. Soit tu fake it till you make it et tu fais semblant de tout comprendre, soit tu dis, je comprends rien, les gars. Donc,
Au début, j'ai fait la technique de survie que je pense la majorité des gens font. J'ai fait semblant de comprendre. Donc, j'ai ouais, le FTA, machin, tout ça. Ouais, je comprends tout. Et je me suis rendu compte que ça m'enfonçait. Donc, je me suis dit, bon, il faut jamais oublier qu'il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Et ça, vraiment, les gens, s'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Il n'y a vraiment aucune honte à ne pas savoir. Il vaut mieux dire je ne sais pas et apprendre que rester dans l'ignorance et ensuite se faire attraper plus tard parce qu'on ne savait pas et qu'on n'a pas demandé. Donc, très simplement, je me suis dit, tu as le droit de leur dire excusez-moi, je n'ai pas compris, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et je pense que c'est une posture de savoir apprendre à apprendre. En fait, quand tu te sens pas légitime, dis-toi que si tu te poses cette question, c'est peut-être parce que justement, tu as peut-être des lacunes quelque part. Et plutôt que de les laisser t'engloutir, essaye de combler ces vides là où tu peux. Et rappelle-toi toujours que si tu es là, c'est qu'il y a une raison et c'est que quelqu'un a cru en toi. Donc, je pense que c'était ça, en fait, qui m'a permis de m'en sortir là-dedans. Ouais. Je crois qu'on en avait parlé aussi avec Abeba de ça, en fait. Tu sais, tu n'étais pas là, Mehdi, dans le call, mais entre Abeba et Senamé, et justement, elle avait parlé du fait qu'elle n'était pas... en fait, il y avait des parties... elle a fait une reconversion. Donc, en fait, forcément, quand tu arrives, tu n'es pas forcément la meilleure ou quoi que ce soit. Et du coup, en fait, il me semble qu'elle faisait tout en amont pour bosser à fond, en fait, dans la partie qu'elle maîtrisait le mot. Donc, pour s'assurer qu'après, elle puisse bien sûr rattraper son retard, en fait, tout simplement. Donc, effectivement, tu ne sais pas, mais il faut que tu fasses en sorte de pouvoir rattraper le retard. Et pour le rattraper, il faut bosser 2 fois plus, en fait, tout simplement. Et j'appuie le fait de poser des questions, c'est vraiment stratégique dans les métiers les plus techniques, comme tous les autres métiers du secteur de la tech et du digital. Moi, ma technique, et ce que je conseille à chaque fois, c'est qu'en fait, on a, en général, c'est 3 mois la période d'essai. Yes. Moi, c'est 3 mois, mais à fond, poser des questions, 10 questions par jour. Comme l'a dit Binta tout à l'heure, c'est que plus tard, si au bout de 6 mois, on pose des questions, parce qu'on n'a pas osé poser des questions au début, et c'est là que c'est problématique. Alors que les premières semaines, en fait, c'est open bar, et il faut vraiment se lâcher au contraire. Et en fait, dans la tech, tu le confirmeras, Binta, en fait, ils répondent, ils expliquent, ils comprennent qu'on vient d'arriver et que les jargons, c'est d'autres langues. Et en fait, eux-mêmes, ça s'appelle le syndrome de l'expert. On a oublié comment on était au début. Et donc, on parle un langage et on ne sait plus parler normalement. Et en fait, ils expliquent, mais il faut qu'on leur pose la question. Exactement, je suis totalement d'accord. Et je dirais même une autre technique aussi que j'ai, c'est que je me porte toujours volontaire pour être la buddy des nouveaux, parce que ça me permet de réviser aussi de mon côté un petit peu la méthodo. Donc, je ressors mes notes. J'ai fait une espèce de gros OneNote où en fait, je note tous les process en place. J'ai fait un lexique. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau ou une nouvelle, je dis allez, viens, ça va bien se passer. J'ai été à ta place il n'y a pas si longtemps. Et en fait, le fait d'accompagner des personnes qui arrivent, ça te permet de constamment aussi te remettre un petit peu dans la réalité du on est dans un monde à part, mais il y a des gens qui arrivent de l'extérieur de ce monde et il faut aussi les intégrer. Et je trouve que ça aide aussi. La petite nuance, c'est que j'avais réussi à négocier pour ne pas avoir de période d'essai. Et ça, c'était bien pour être sereine. Oui, c'est vrai que ça peut être une source de stress, en effet. Oui, c'est vrai. Ça peut peur, ouais. Et là, tu hésiterais peut-être à poser des questions. Mais il ne faut pas hésiter. D'accord. C'est que c'est les premières semaines, en fait, quand on arrive, qu'on est en période d'essai ou pas, il faut poser des questions, quoi. C'est vraiment il faut poser des questions, profiter. On a parlé un peu plus tôt, la dernière fois, je dis la dernière fois, comme si on avait parlé hier. On a parlé il y a quelques jours pour préparer justement le webinaire. Et je pense que on est tous au courant, Microsoft en ce moment, il y a des comment dire ça? Ouais, c'est chaud. Les termes. Voilà, on va pas faire la langue de bois, etc. Et justement, tu nous as dit que aussi dans ton département, voilà, il y avait eu, il y a des gens qui sont partis. Donc, toi, comment tu as fait pour, tu nous l'as expliqué, mais moi j'ai envie que
les gens qui nous écoutent, entendent ton récit. Yes. Voilà, pour savoir en fait, comment tu as fait pour pouvoir, en fait, rester là où d'autres qui étaient dans ton équipe, ont été licenciés tout simplement. Yes. Alors, je vais vous faire une analogie. L'entreprise, c'est un avion. Au début, avant de décoller, vous avez une hôtesse de l'air qui vous fait tout le process de ce qu'il faut faire en cas de crash ou de turbulence. On vous dit, prenez votre masque, mettez votre gilet de sauvetage, vous avant les autres, etc. Et toujours, je vois les gens qui ont leur casque et qui font leur vie, qui calculent rien. Et quand il y a des turbulences, ils commencent à paniquer, ils sortent la fiche et commencent à relire la fiche. Faites vos devoirs, c'est mon conseil. Et en fait, ce que je vais vous dire, c'est, quand j'entends par faites vos devoirs, c'est toujours se renseigner et avoir en anticipation ce qui risque de se passer. Il ne faut pas toujours se dire qu'en fait, un emploi, c'est un long fleuve tranquille et qu'il ne va jamais rien se passer sous prétexte qu'on est en CDI, parce que surtout dans la tech, dans une grosse boîte, c'est souvent une boîte américaine. Et qu'est-ce qu'il y a dans une boîte américaine ? En tout cas, il n'y a pas d'empathie pour les salariés. C'est pragmatique, c'est-à-dire que s'il y a une coupe budgétaire, même si on t'aime bien, bon courage à toi, bonne continuation, et on trouvera un moyen de te congédier. Donc, il faut en avoir conscience, c'est une réalité. Et mes collègues, donc, qui ont dû partir et que je regrette parce que c'est des personnes que j'apprécie énormément, en fait, c'est des personnes avec qui j'avais déjà parlé du fait que, encore une fois, je le dis pour la millième fois depuis qu'on a commencé à parler, l'intelligence artificielle, elle est là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans une boîte comme Microsoft qui est leader du milieu et qui ne fait qu'implémenter des nouvelles stratégies d'IA ? Là, on peut peut-être couper un petit peu là. Donc du coup, on va réduire les coûts. Et donc, dans ce genre de situation, en fait, il faut avoir conscience de ce qui se passe. Donc, moi qui suis très curieuse, je lis constamment les news de la tech et donc je savais qu'il allait y avoir des licenciements depuis un moment. Et donc, ce que je me suis dit, c'est faut garder son calme. Tout comme quand un avion est potentiellement en train d'avoir des soucis, il ne faut pas commencer à paniquer, mais il faut faire le nécessaire pour survivre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à sortir mes petites formations à droite à gauche. Je me suis dit, bon, si ton ennemi principal, là, ça va être l'intelligence artificielle, il faut que tu le connaisses de A à Z. Donc, il y a des formations gratuites partout. Vraiment, vous tapez formation IA en ligne, vous allez trouver au moins les introductions et la base. Ouais. Ensuite, je me suis dit, bon, ok, la deuxième chose, c'est le relationnel, parce que tu restes une personne, et même si on dit que ce n'est pas forcément une question personnelle, il faut quand même se faire apprécier, et surtout, il faut se faire voir en entreprise. C'est-à-dire que si tu disparais et qu'on t'oublie, le jour où il faudra faire des cuts, on va sortir un petit peu les gens qu'on avait oubliés, on va dire, mais c'est vrai qu'elle ne participe pas trop en fait. Donc, il faut vraiment se rendre indispensable et il faut surtout faire en sorte que lorsqu'on commencera à penser coupe, on se dise, bon, mais elle, en vrai, si elle s'en va, ça va être compliqué parce qu'il faudra former une personne à son niveau. C'est plus long que ce qu'on pense. Donc, je dirais que vraiment, ce qui m'a aidé, c'est de me, comme d'hab, en fait, c'est très bateau, mais c'est vraiment de faire le plus possible et de faire le mieux que je pouvais. Et la deuxième chose, peut-être, c'est compter sur sa chance aussi, parce qu'en vrai, ça peut tomber sur n'importe qui, et les personnes qui partent, c'est parfois aussi des gens qui sont excellents. L'anecdote que je vous racontais, par exemple, c'était le développeur chez Microsoft qui a été licencié au bout de 18 ans, qui a eu un énorme impact sur les outils qu'on utilise tous aujourd'hui, qui a vraiment créé des fonctionnalités qu'on utilise tous, et pourtant, on lui a dit merci, au revoir. Donc, je pense qu'il y a aussi un facteur chance. Je ne vais pas non plus me mettre tout le mérite dessus. Mais voilà, en tout cas, pour mettre ses chances de son côté, il ne faut vraiment pas dormir et il ne faut pas se laisser porter par le courant. D'accord. Là, on va parler un peu de tes projets pro et perso. Donc, est-ce que là, tu as des projets que tu es en train de mettre en place, des nouveaux défis que tu aimerais relever? Tu peux nous en dire plus? Alors, en projet perso, c'est plutôt des projets liés à la mode. Donc, vu que ça reste ma passion,
depuis gamine, je pense que c'est quelque chose qui va rester en fil rouge dans ma vie. Donc, dans mon temps libre, je vais parfois travailler sur des shootings avec des photographes et des équipes. Ça m'arrive souvent enfin, moins ces derniers temps parce que j'ai beaucoup de boulot, et surtout j'essaye de garder mon poste. Mais en tout cas, dans mon temps libre, j'aime bien préparer des looks pour des shootings, que ce soit pour des magazines ou pour des projets perso, pour des tournages aussi. J'ai déjà fait des tournages de clips, c'est assez intéressant. J'ai un autre projet en cours, toujours dans la mode. Peut-être qu'il y aura un petit peu de tech dedans et beaucoup d'intelligence artificielle. Je vous fatigue avec ça, vous allez me détester, mais vraiment, je ne lâche pas l'affaire. Mais voilà, ça, c'est des trucs qui sont encore en ébauche. J'en parlerai quand ce sera un peu plus concret, parce que j'aime pas parler pour parler. Je parle beaucoup, mais ça dépend pourquoi. Et l'autre question, c'était Les projets pro. Ouais, si tu as des projets pro aussi. Oui, alors justement, là où j'en suis aujourd'hui, je pense que j'ai atteint un cap où je pense être quasi experte de mon sujet, ce qui est rare, parce que d'habitude je ne suis pas, justement, c'est intéressant. Et justement, je commence à me dire, bon, c'est cool tout ça, mais du coup, c'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Parce que là, tu as un peu fait le tour. Et donc, je commence un petit peu à prendre des missions hors scope. Donc, par exemple, des choses que je ne fais pas d'habitude, je vais les prendre pour commencer à gagner en compétences dans d'autres domaines. Là, tout à l'heure, juste avant qu'on commence le webinaire, j'avais une formation sur Figma pour faire un peu plus de vectorisation. Bon, c'est des mots très techniques, mais en gros, en fait… Le côté design. Voilà, exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que pour les campagnes que je conçois, pour par exemple les nouvelles sorties de jeux vidéo ou pour les nouvelles consoles, etc., c'est que je vais passer par une agence externe de créa. Donc, je vais travailler avec des graphistes. Je les brief, je leur explique ce que j'attends. Et ensuite, eux, ils vont me fournir un visuel, une affiche, de quoi faire les stands des magasins, etc. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'apprendre aussi à le faire nous-mêmes. Donc moi, je me suis dit, c'est beaucoup de travail, ça, quand même. Et je me suis dit, au final, c'est très cool parce que c'est une nouvelle corde à mon arc. Donc, quand une question, pourquoi vous devez le faire vous-même maintenant, cette partie de compétences? Je ne sais même pas si je suis censée parler de ça. Parce que coupe budgétaire, tout simplement. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, donc vous avez moins accès peut-être à ces ressources-là. Il faut quand même avancer sur les projets. Pour l'instant, en tout cas, on travaille toujours de la même façon, mais j'imagine que s'ils proposent qu'on commence à faire ce genre de task, c'est pour ça veut dire Stallman, en fait. C'est-à-dire qu'on passe directement par… On n'a plus besoin d'avoir un prestat. Je pense que ce sera quand même pour les tâches les plus simples. Hein. Je pense pas qu'on va nous demander de faire… par exemple, je sais pas, pour une sortie de… Pour Call of Duty, pour ceux qui connaissent, c'est une grosse opération. Je ne vais pas faire les gros stands qu'on met chez la Fnac ou pour la Paris Games Week. Donc, ce sera plutôt pour des petites productions. Mon réflexe, ça pourrait être de dire non, mais en fait, je me suis dit, mais en fait, ça fait un moment que tu voulais apprendre à utiliser Figma. Tu peux le faire aux frais de l'employeur. C'est super. Prends, ça te servira toujours. Donc, ouais. Mais en fait, là, sur ton métier exactement, parce que tu sais, on n'a pas parlé vraiment du détail. Tu travailles dans le gaming, chez Xbox. En fait, ça veut dire quoi concrètement? Je peux poser la question parce qu'elle me brûlait les lèvres. Je me suis dit, j'espère que je vais avoir un espace pour la poser. C'est que, en fait, Binta, ma question, et tu pourras compléter Hélène s'il y a un élément en plus, c'est j'aimerais que tu expliques c'est quoi le quotidien du chef de projet marketing, c'est ça? Chef de projet marketing, alors surtout dans une boîte qui est une des plus grandes boîtes et plus prestigieuses boîtes dans la tech, d'accord? Et j'aimerais bien, alors je complète ma question, c'est quoi faire ce métier en tant que débutant, en tant que middle et en tant que senior, parce que tu as dit que tu es experte aujourd'hui. Donc j'aimerais bien que tu nous décrives cela. Alors, il y a un meme sur le sujet qui est hilarant, sur justement quand on demande à un consultant ce qu'il fait exactement et qui répond complètement de façon énigmatique et qu'on comprend
comprend toujours pas ce qu'il raconte. C'est un peu les chefs de projet en général. Quand tu demandes à un chef de projet ce qu'il fait de concret, il va souvent te répondre et tu auras l'impression qu'il a chanté une chanson étrangère. Donc, c'est un peu mon cas. Parce qu'en fait, on fait tellement de choses différentes dans la journée que c'est un peu compliqué de somatiser en disant je fais ça. Et en fait, ça va évoluer constamment selon les besoins de l'entreprise. Comme tu le disais, donc il y a la particularité de travailler pour une entreprise gigantesque, exponentielle. Et en fait, la réalité, c'est que ça va dépendre des besoins. C'est-à-dire que je vous disais que je suis chef de projet chez Xbox, mais je suis chef de projet chez Xbox et chez Surface. Donc, je fais deux choses en même temps. Donc, selon les besoins, s'il y a besoin de quelqu'un qui va venir orchestrer de la création de visuels pour Surface, je vais passer 3 mois à faire que ça, en fait, et je vais mettre Xbox en stand-by. Donc, en fait, concrètement, ce que je fais, faut que je le traduise aussi parce que en fait, quand tu passes toute ta journée à parler Microsoft, il faut aussi que tu puisses l'expliquer de façon simple. Mais en gros, en fait, moi, je suis l'espèce de traductrice entre les différents acteurs d'une campagne marketing. D'accord. Je m'explique. Microsoft a des partenaires qui vendent les produits Microsoft. Donc, on aura Amazon, on aura la Fnac, Boulanger, etc. Partout où vous irez acheter votre ordi ou votre console. Et en fait, ces gens, si vous en êtes arrivé à vouloir acheter votre appareil, c'est qu'on vous a forcément mis dans la tête que c'était le mieux pour vous. C'est là où on va intervenir, c'est qu'en fait, nous, en amont d'un lancement de produit, on va bombarder avec les partenaires pour gagner en visibilité sur tel ou tel produit. Donc moi, par exemple, mon boulot, ça va être de bosser avec une chef de projet, imaginons chez Amazon, qui va me dire, OK, donc là, on a une opération pour Black Friday, il faut qu'on pousse absolument les nouvelles consoles ou les nouvelles manettes Xbox. J'aurai besoin de toi pour créer les nouveaux visuels qui vont servir pour les campagnes emailing. Pour les vidéos, il faut que tu gères les traductions. Il faut que tu arrives à faire créer, je sais pas, par exemple, pour la Paris Games Week, pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu comme Vivatech version jeu vidéo. C'est un grand salon du jeu vidéo qui a lieu à Paris. Et donc, pour cet événement, non seulement je vais participer physiquement, mais aussi, il faut qu'on fasse en sorte qu'il y ait, je sais pas, les gros totems, les gros blocs qui disent Xbox partout, qui mettent en avant les nouveaux jeux vidéo qui seront mis en place. Il faut aussi faire les visuels qui vont aller sur les sites e-commerce. Et donc, en gros, tout ça, moi, je vais devoir l'orchestrer autant sur l'équipe traduction, parce qu'en fait, on va nous envoyer tout le matos qui vient des États-Unis, qui existe déjà. Nous, on doit le faire traduire, on doit le faire mettre au bon format, on doit parfois faire créer de zéro les visuels. Ensuite, les dispatcher aux différentes personnes, que ça aille à l'imprimeur. Donc en fait, c'est un boulot de chef d'orchestre où tu dois être un petit peu partout en train d'expliquer les choses et souvent de traduire, parce que la façon dont la dame chez Amazon va t'expliquer ce qu'elle attend, le graphiste, il va te dire ouais, ok, mais en fait, ça veut dire quoi concrètement? Il me faut un one-pager sur la page Amazon. Donc en fait, c'est souvent un travail de compréhension et de décortiquage. Parfois, on ne te fait pas un brief, on te balance juste un message, on te dit voilà, il me faut ça. Et toi, donc, tu dois dire, OK, je vais prendre mon temps pour me renseigner sur ce dont tu as besoin, faire un brief et l'envoyer au prestataire qui va fournir ensuite le produit final. Voilà ce que je fais. Je ne sais pas si c'est clair. Non, mais là, c'est très clair parce que c'est vrai qu'au départ, tu as juste dit, ouais, je suis chef de projet, Xbox, etc. Mais tu n'as pas précisé exactement ce que tu faisais. Et là, je pense que là, ça m'a l'air vraiment très clair. Tu as su l'expliquer correctement, donc on comprend un petit peu maintenant ce que tu fais exactement. Ouais, là, on est bien imagé, c'est bien imagé. En fait, l'image du chef d'orchestre, c'est très parlant avec les différents métiers, les partenaires, le fait que toi, tu travailles avec les personnes en interne et que tu fais avancer toutes les actions marketing et de communication pour vulgariser. Ça peut être en présentiel, ça peut être des publications sur les réseaux sociaux. Et toi, tu es justement celle qui va traduire et qui va s'assurer que tout le monde se comprend et que, pour faire aboutir les projets. C'est exactement ça. Et je pense que ma force, c'est justement d'être traductrice de formation par ma licence. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça te donne
En fait, tu es capable super power. Tu te mets à la place de la personne que tu as en face et tu te dis que c'est ta responsabilité qu'elle comprenne ce que tu veux lui dire. Ouais. Donc, il y a ça. J'ai oublié aussi, il y a une partie analytique, beaucoup de suivi de KPIs, les fameux. Ouais. Beaucoup de suivi de statistiques post-action pour ensuite pouvoir rendre des comptes à mes différents interlocuteurs, les stakeholders, les fameux, qui attendent du résultat, qui disent bon, c'est très cool toutes ces actions, on met des centaines de milliers d'euros, mais en gros, ça a rendu quoi? Ça, c'est la partie la moins fun pour les créatifs. C'est pas forcément très amusant, mais c'est très nécessaire dans le monde du marketing. Ouais. Bah, ça fait partie comment dire ça, d'une des missions du chef de projet, hein, les KPI, hein, même si on n'aime pas ça, mais ça fait partie intégrante du travail de chef de projet. Tu es chef de projet dans un domaine complètement différent que toi, mais voilà, on est obligé d'avoir les KPI, etc. en fait. Toute cette partie analytique, ouais, voilà, toute cette partie analytique, c'est partie de ça. Mais c'est nécessaire, ouais. C'est même indispensable. C'est nécessaire, ouais, exactement. Alors maintenant, il nous reste plus beaucoup de temps parce qu'il faut qu'on passe aussi aux questions de l'audience. Alors, moi, je vais d'abord parler d'un conseil qu'on t'a donné et que tu appliques tout le temps. Est-ce que tu vois, il y a des maximes qu'on a, il y a des conseils, tu vois, des fois des personnes qui nous ont donné certains conseils et qu'on a décidé d'appliquer parce que ça nous correspondait. Est-ce que toi, il y a un conseil que tu gardes tout le temps avec toi, où tu vas, en fait, où que tu sois, pardon. Est-ce que voilà, tu as pris un conseil quelque part et tu le gardes, en fait, et c'est ta ligne conductrice dans ce que tu fais, en fait, tout simplement? J'en ai deux. Alors, la première, c'est, je vais dire simplement, hein, c'est mon papa, c'est mon père qui m'a dit « N'oublie jamais qui tu es ». Et il me l'a répété toute mon enfance. Et je pense que c'est très important de se souvenir de ça quand on est une femme au travail, et encore plus quand on est une femme noire. Mais effectivement, en fait, je l'applique au quotidien quand parfois je commence à me sentir un petit peu en panique et que je commence à me dire justement tout ce truc de l'imposteur, mais aussi parfois que j'ai l'impression d'être un petit peu à côté de la plaque. Je me dis, tu t'es répété tous les jours dans le miroir que tu étais capable, que tu es brillante, donc t'arrêtes de douter, t'arrêtes de te poser des questions. Tu es la personne que les gens ont vue et ont valorisée. Donc, tu te lèves et tu y vas. Même dans un point de vue un peu plus, comment dire ça, de polyvalence, en fait, comme je le disais tout à l'heure, j'avais l'impression d'être un petit peu plus chaotique que atypique. Et je me disais que le fait d'avoir fait tant de choses dans tant de secteurs différents, parce que c'est vrai que je vous ai donné qu'un condensé, mais j'ai fait encore plus de choses que ce que je vous ai donné, j'avais l'impression d'être un petit peu juste d'aller dans tous les sens. Et au final, quand je me dis pas qui tu es une personne très curieuse qui a besoin de stimulation de plein de choses différentes. Donc en fait, c'est normal, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est ta richesse, c'est que tu es capable d'être passionné par tout et n'importe quoi. Et ça fait que tu n'auras pas de mal en soi à te débrouiller. La deuxième chose, c'était un jour mon prof de maths, j'avais des cours de maths particuliers parce que j'étais vraiment trop nulle en maths quand j'étais au lycée. Il m'a dit, tu sais, si tu es bazardique dans ton organisation de ton travail, on aura l'impression que c'est le bazar dans ta tête. Et on va se dire que tu n'es pas une personne organisée. Il me disait, tes formules, là, tu les écris dans tous les sens, machin, tout ça, organise. Et en fait, même au niveau du travail, quand on travaille sur un ordinateur H24, on a tendance à vite accumuler de la donnée, des fichiers à droite à gauche, des pages. Alors moi, je suis la reine des 10 000 pages ouvertes, des onglets sans fin, tellement que ça devient des petits points.
Et en fait, à chaque fois que je commence à être un petit peu désorganisée, je me rappelle de ça et je me dis, effectivement, dans le monde du travail, il faut se structurer et il faut toujours être organisé. Donc, c'est là où je ressors mes petits outils d'organisation qui servent toujours. Donc, d'une, c'est n'oublie pas qui tu es, et de l'autre, c'est organise-toi. D'accord. Ouais. Très bien. Est-ce que, et on est sur la fin là, donc je sais que tu es très jeune, hein, tu as 30 ans seulement, et ça on en avait parlé. Relatif, hein. Tu es jeune, allez. D'une pour, allez, je prends. Donc est-ce qu'il y a un message que tu voudrais lancer à ton vous, à ton toi d'il y a 10 ans? Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui dirais? Le mois d'il y a 10 ans, il avait quel âge? Il avait 20 ans, donc début de vie professionnelle. J'étais complètement à l'opposé de ce que je suis aujourd'hui en termes de confiance en moi. Et je pense que je lui aurais dit, c'est OK d'être différente. C'est OK de ne pas être comme tout le monde et de peut-être un peu impressionner ou étonner les gens quand tu rentres dans une pièce parce que tu ne leur ressembles pas. Que ce soit même pas sur le plan juste identitaire et le fait d'être une femme noire, mais aussi juste dans ta personnalité, parce que je sais que j'ai pu parfois dénoter un petit peu parce que je suis fan de manga, je suis fan de jeux vidéo. Alors aujourd'hui c'est stylé, hein, aujourd'hui c'est cool tout ça, mais être une jeune femme, même juste ado, qui aimait toutes les cultures alternatives et qui était un peu geek sur les bords, c'était pas stylé, c'était pas cool et on se moquait de moi. Donc j'ai envie de retourner encore même plus que 10 ans en arrière. J'ai envie d'aller voir la petite que j'étais et lui dire tu vas être stylée dans quelques années. Il y a des gens, ils viendront te voir et te diront en fait, t'es cool, hein. Ouais. Juste pour l'anecdote, je suis allée au Japon il n'y a pas longtemps et il y a des gens qui me complimentaient, qui me disaient t'es trop stylée. Et pour moi, c'était en fait l'espèce de cercle qui s'est refermé de j'étais fan du Japon, on se moquait de moi, et je vais au Japon, on me dit je suis stylée. Donc, ouais, genre vraiment, ne doutez jamais de qui vous êtes. Ne doutez pas de qui vous êtes et soyez fiers de ce que vous êtes et ne laissez personne vous dire que parce que vous êtes une femme ou parce que vous êtes noire ou juste parce que vous êtes différente, vous n'avez pas votre place. On a tous notre place et il faut juste la faire en fait. Il faut juste la prendre quoi, en fait. Il faut la Faut prendre. Ouais, faut la pousser et faire sa place. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut Il y a de la juste place bouger pour un tout le petit peu. monde. Donc, Exactement. là, quel serait le conseil que tu donnerais à notre audience qui rêve certainement de suivre un parcours qui est similaire au tien? Quel est le conseil principal que tu leur donnerais? Ah, le truc, c'est que j'en ai plein des conseils. Je pense que si je devais en donner un, ça paraît très bête, mais vraiment, il faut être curieux ou curieuse. Il faut vraiment aller chercher l'information. Il faut jamais se contenter de ce qu'on nous donne. Aujourd'hui, on a 10 millions d'outils à notre disposition. Un truc que j'ai pu conseiller récemment à des proches qui cherchaient du boulot, je leur ai dit, utilise, par exemple, je sais, je suis fatigante, vous allez me détester, mais utilise ChatGPT avec un programme très précis qui s'appelle Merlin, qui sert en fait à postuler et à automatiser le process. Et je leur disais, t'as tout aujourd'hui, parce que souvent on me dit oui, mais j'ai la flemme, c'est chiant, c'est long, je préfère juste aller sur LinkedIn et appuyer sur candidature simplifiée ou je sais pas quoi. Je disais non, tu as des outils à ta disposition, il faut juste aller les chercher. Donc, soyez curieux. Et au-delà de ça, pour une question de vraiment de carrière, en fait, il faut tester des choses. Il faut tester et rien n'est définitif. On est dans une époque où c'est plus juste tu fais le même boulot pendant 50 ans et après tu vas à la retraite. Ça, aujourd'hui, je pense que les gens commencent à le comprendre. C'est pas une mauvaise chose d'être un slasher, tant que c'est pas non plus tous les 3 mois. Mais en tout cas, c'est OK en fait de faire un job pendant une période parce qu'on avait envie de savoir ce que ça faisait. On saura que si on essaye. J'aurais jamais su que j'aimerais bosser
chez Microsoft si j'avais pas tenté. J'aurais pu dire ouais, non, moi de base, je suis plutôt Apple, qu'est-ce que j'allais faire chez Microsoft? Et au final, ne leur dites pas. Et au final, j'ai fini là et je suis contente de mon parcours, mais c'est parce que j'ai voulu tenter, j'ai été curieuse et j'ai dit, bon, bah, au pire, qu'est-ce que tu auras perdu? Bah, rien, tu n'as que gagné au change, tu pourras rajouter cette ligne-là à ton CV et ce sera une très belle ligne à partager par la suite. Ouais. Mais écoute, déjà, je vais te remercier d'avoir vraiment pris le temps d'échanger avec nous, de nous expliquer ce que tu fais exactement. Et on en a parlé, tu disais oui, parcours chaotique, et on avait, tu vois, au départ, c'est ce que tu disais, voilà, mais après, tu t'es rendu compte qu'en fait, non, c'était juste un parcours atypique, différent. Et ça existe, quoi, en fait, et se dire, bah, c'est OK d'avoir un parcours où on n'a pas forcément été linéaire, mais qu'on a fait des choix de cœur, mais qui étaient aussi stratégiques, en fait. Tu vois, comme tu as dit, à un moment, tu as décidé que tu voulais être ton propre patron et savoir ce que c'était être son propre patron. Donc ça, c'est un choix de cœur, mais en même temps, ça a été stratégique parce que ça t'a aidé après dans les autres boulots. C'est clair. Ouais. Donc ça, c'était pour la mention pour le parcours atypique, parce que moi aussi, je me retrouve un peu, même si mon parcours, il est plutôt corporate, mais il est atypique aussi. Et donc, je pense que c'est OK d'avoir un parcours atypique, et je pense que c'est aussi une force parce que justement, tu t'adaptes aussi facilement à plein d'environnements parce que tu as un parcours atypique, en fait. Donc, je pense que c'est les 2 points qu'on pourrait relever par rapport à ton parcours, et quelqu'un qui est passionné, curieuse, qui a envie d'apprendre tous les jours, ça aussi, je pense que ça fait partie de ta personnalité. Comme tu as dit, tu t'ennuies très vite, donc tu as besoin de faire plein de choses, voilà. Et donc ça, moi, je l'encourage, et tu l'as encouragé, c'est un des conseils que tu as donné. Donc, je te remercie énormément. On va passer aux questions. Il y a quelques personnes qui ont déjà mis des questions dans le chat. Si vous en avez d'autres, continuez à écrire. Alors, il y a Noéza, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Neuza Moreno Teixeira, c'est un nom portugais. Voilà, c'est un nom portugais. Peut-être qu'elle est capverdienne ou guinéenne de la Guinée-Bissau, puisque on a un point en commun avec Binta. Alors, elle met bon, je pense que tu vois dans le chat, hein. Merci pour partager ton histoire. Étant moi-même de formation LEA, c'est vrai qu'on touche beaucoup à des secteurs sans être spécialisé. Et chez Microsoft, comment alors, tu arrives à toujours être stimulé. Voilà, tu arrives toujours à être stimulé. Ok. Les projets. Alors, c'est ça la question. Il y a eu un petit glitch de. Allô, Binta? Ouais, il y a un petit truc. Ouais. Ah, t'es toujours là, Hélène? Tu nous entends? Oui, on vous entend toutes les deux. On est là, ouais, je suis toujours là. Je suis toujours là. On t'entend, hein? Ok. Neoza, merci pour ta question et merci pour ton message, ça fait super plaisir. Donc, pour te donner, déjà, mention spéciale à tous ceux qui ont fait LEA. Vous avez été très malin de faire cette formation, et je pense que c'est une licence qui, malheureusement, n'a pas forcément le mérite qu'on lui donne. Enfin, on lui donne une mauvaise réputation, alors qu'en soi, c'est hyper pluridisciplinaire et ça peut ouvrir plein de portes. Il faut juste savoir ouvrir les bonnes portes. Pour ma part, j'avais fait LEA anglais-portugais. Donc, pour te répondre sur ce qui est du fait d'être stimulé par les projets, alors c'est sûr que parfois c'est un peu redondant et que je finis par m'ennuyer, pour être très sincère. Mais je pense qu'en fait, ce qui me permet de survivre un petit peu au côté monotone, comme je disais, c'est que quand je vois qu'il y a des nouvelles initiatives qui sont mises en place, je vais être force de proposition et dire je suis partante pour aider là-dessus. Et un autre truc, c'est que quand on bosse chez Microsoft, en fait, il n'y a pas vraiment d'année fiscale qui est la même que les autres. C'est-à-dire qu'en fait,
Microsoft, c'est divisé, enfin, quand on travaille, c'est divisé en année fiscale, donc jusqu'en juin, justement. Donc là, elle est terminée, notre année fiscale 2025. Ouais. Et du coup, on passe à 2026 à partir du mois prochain. Donc en fait, c'est divisé en 2 cycles. Et en fait, chaque cycle aura de nouveaux projets, aura de nouveaux objectifs à remplir, etc. Donc en soi, tu vas faire le même type de tâches, mais pas sur les mêmes produits. Donc déjà, ça aide beaucoup. Il y a aussi tout simplement le fait que les collègues font une grosse différence. Et ça, je ne l'ai pas dit, mais l'aspect humain, c'est ce qui fait que j'aime ce boulot parce que j'ai des collègues incroyables. Franchement, j'ai beaucoup de chance. On ne le dit pas toujours parce que c'est pas souvent le cas qu'on s'entend avec ses collègues aussi bien que dans mon cas. Mais ça fait que je m'ennuie pas toujours parce qu'en fait, j'adore taper la discute avec mes collègues et en fait, on parle plus de Pokémon et de jeux vidéo et de je ne sais quoi que forcément toujours des projets sur lesquels on travaille. Donc, c'est vrai que ça aide énormément. Donc, le côté humain, c'est bien de développer aussi de bonnes relations avec ses collègues, je dirais. Ok. Ouais. Alors, tu as Célestine. Bonsoir Célestine. Alors, elle nous dit merci pour ce partage, Binta. Ton parcours est vraiment inspirant. Ce que je retiens, c'est ton adaptabilité, ton audace et cette obligation, injection d'excellence à laquelle on est souvent confronté. Alors, attends, je ne la vois plus. On est souvent confronté en tant que femme noire. Alors, ma question, qu'est-ce qui t'a permis de garder cette audace et de continuer à avancer, même dans des environnements où tu pouvais te sentir en décalage? Alors, merci beaucoup Célestine pour ces mots, c'est vraiment super. Ça fait... Encore une fois, je suis émue et comme je vous disais l'autre jour, mais vous étiez où en fait? Franchement, ça fait super plaisir d'avoir ce genre de retour. Là où justement je me disais que je faisais peut-être des choix qui n'étaient pas très cohérent et que j'allais un peu dans tous les sens juste parce que j'étais motivée par ma curiosité, ben, au final, je me rends compte qu'il y a des gens qui trouvent ça cool. Donc, merci beaucoup. Et pour répondre à ta question, Célestine, je pense que c'est ce qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure. Mais en gros, ce qui m'a permis d'avancer, c'est qu'en fait, je ne me suis pas laissé le choix. En fait. Dans ma tête, je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que ne rien faire, pour moi, en fait, ce serait une forme d'échec. Et en fait, je supporte très mal l'échec. C'est une de mes faiblesses dans la vie, c'est que je ne veux pas me décevoir moi-même. Et en fait, je me suis un peu fait cette image de la moi plus jeune. En fait, je visualise beaucoup les choses comme ça et ça m'aide énormément dans mon parcours. C'est que j'ai la moi du passé, j'ai la moi du présent et la moi du futur. Et ça m'arrive de m'écrire des petites lettres que j'ouvre des années plus tard. C'est un prof qui m'avait appris ça et franchement, trop bonne idée. Faites-vous des lettres à période fixée, vous pouvez dire tous les 2 ans, 3 ans. Et en fait, vous faites des points. Et en fait, je me promets des choses. Je m'étais promis, c'est encore une fois le Japon. Je m'étais promis d'aller au Japon, je suis allée au Japon. Je m'étais promis de bosser pour une grosse boîte de la tech. J'ai fini dedans. Et en fait, de temps en temps, je réouvre ces lettres et je me dis, ah ouais, quand même. Donc la moi du passé, là, elle doit être fière, en fait. Et ça vient beaucoup, c'est vrai que je fais beaucoup de références à mon enfance, mais ça vient beaucoup du fait que mon père, très jeune, il m'a encouragé à avoir des journaux intimes et il me disait, écris tout, écris ta vie, prends des photos, documente, et ça te permettra en fait de jamais te perdre et de toujours savoir qui tu es et de voir ton évolution, en fait. Je viens forcément, comme beaucoup de monde, de l'immigration. J'ai des parents qui ont bossé dur pour être là où ils sont. Et ce qu'ils me disaient qu'ils regrettaient, c'est justement de ne pas avoir de traces de leur parcours écrit ou quelque chose. C'est les parents qui disent « Ouais, on est fiers de toi, bah, c'est super ». Mais c'est bien aussi de se dire à soi-même « Je suis fière de toi » et de se dire « Mon objectif, dans 3-4 ans, ce sera ça ». Et de se regarder en face dans 3-4 ans et de faire le point et de se dire « Je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait ». Et je pense que ça aide vraiment de continuer à avancer. Et le décalage, du coup, il est éliminé du tableau, puisque de toute façon, j'ai déjà atteint mon objectif. Donc, les gens, s'ils me trouvent bizarre ou qu'ils n'ont pas envie que je sois là, c'est leur problème, je suis déjà là. Voilà. Il y a un site que je connais où tu peux t'écrire une lettre et en fait, tu l'envoies. Ouais, je ne me rappelle plus du nom, je le fais. Tu peux t'envoyer. Ouais. En fait, tu peux t'envoyer des lettres
Mmh. dans 10 ans, dans 5 ans, dans 1 an, et cetera avec, tu vois, bah, tu t'envoies une lettre, quoi et en fait, tu la reçois par email dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans avec, bah, ce que tu as envie de t'écrire, en fait, tout simplement. Il y a un site, je me rappelle plus, je le fais Voilà, régulièrement. toi tu l'as fait la version digitale, moi j'étais en Ouais, la analogue, version digitale, ouais, papier. tu as On est écrit. sur un Oui, mais truc on parle de la tech, donc du coup ouais, j'ai aussi et on en parle souvent, on en a déjà parlé avec Amélie, le vision board. Vision board, ça aide énormément, j'en fais de temps Ouais, en temps. ouais et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très réfractaires à ça et après peut-être c'est un truc anglophone ou je sais quoi, parce que bon, j'ai vécu aussi, à Londres et toi aussi tu as vécu dans plein de pays, dans Je d'autres suis en pays et Angleterre cetera. à l'heure où je vous parle. Voilà, exactement et en fait, bah, le vision board, ça aide énormément et puis ça nous Ouais. permet de prendre du recul et de regarder ce qu'on a fait et cetera. Donc moi, je fais toujours j'ai déjà fait digital, mais je suis moins fan. Je le fais vraiment, collé, papier, tout ça, tous les trucs et tout et je trouve que ça aide aussi. C'est aussi un des moyens aussi de se souvenir d'écrire. Je pense Totalement. que voilà, ça aide énormément à prendre du recul aussi sur les choses et quand tu as le syndrome de l'imposteur, ça t'aide énormément et cetera. Donc voilà, parce que ça te permet de revenir en arrière, de faire une petite introspection et du coup, ça t'aide à avancer encore plus parce que tu vois le chemin que tu as accompli. Donc écrire, je pense que ça, moi, ça peut pas nous dépasser même si on est dans le monde digital. Je pense que ouais, il y a des choses que tu aimes bien, Il faut noter, le que tu aimes mettre bien à écrire. l'écrit, tangible Ouais, en fait. ouais, voilà, c'est ça. Pour les vision boards, j'en fais tous les débuts d'année et bon là, j'ai déménagé du Portugal en France. Donc, mon vision board, j'ai dû le démanteler, donc il est dans une boîte, c'est des petits éléments dans une boîte. Mais effectivement, là, il faut que je le remette sur mon mur parce que du coup, ça aide, ça aide. Ouais. C'est vraiment cool. Après, je pense Amélie, qu'il tu y a as des techniques, toi? ouais. Comment? Non, je demandais si Amélie avait des techniques de son côté aussi. Ouais. Ah bah bon, team digital, Ah, mais c'est vrai que en fait j'avais fait en papier, avec dans le monde physique avec mes petits neveux. J'avais beaucoup aimé faire ça avec mes petits neveux. Ils avaient adoré un petit peu l'exercice parce que même très jeune on peut le faire. Et en fait moi je Ouais, le fais en version digitale, mais je le fais carrément dans les accompagnements que je fais pour mes clients ouais. dans leur C'est ce projet de que je me reconversion. disais, Et ouais. Mmh. c'est central dans le programme parce que ça m'assure à ce qu'ils puissent vraiment avancer dans leur cap à eux. Et en fait, souvent, ils ne connaissent pas l'outil et ça crée vraiment un effet. Donc, ça, c'est avec mes clients. Mais moi, personnellement, j'en fais tout le temps. Enfin, j'en fais depuis 4 ans, je pense. Et ça Mmh, m'aide mmh. énormément dans mon parcours d'entrepreneur. mm. Et franchement, ça a fait vraiment une véritable différence. Ouais, ouais, ouais. Ah, d'ailleurs, mention spéciale pour la nuance aussi sur la formation. C'est vrai que quand on m'a demandé comment on en arrive là, Amélie, tu joues un rôle crucial et franchement, c'est très cool ce que tu fais. Et on a besoin de plus de gens qui créent des structures comme la tienne, mais vraiment le fait en fait, de se réorienter sans savoir trop où on va, ni ce qu'on peut faire comme formation, ni comment. Je pense que ça peut freiner beaucoup de monde. Donc, effectivement, ne pas négliger l'importance déjà de la compréhension du métier qu'on vise et la formation surtout. Merci Mmh. beaucoup. Et quand tu parles de ça, je rebondis sur un point que tu parlais sur la partie recherche d'emploi. J'ai beaucoup Mm, aimé comment tu l'as décrit parce qu'en fait, moi, c'est ce que j'ai appliqué pour moi-même pendant toute mm, ma carrière aussi. mhm. Et cette méthodologie, c'est ce que je transmets aussi aux personnes qui font appel à moi. Et j'ai trouvé ça incroyable que tu l'expliques de manière extrêmement carrée comme ça. Ouais. Et en fait, tu penses que c'est juste normal, hein, mais c'est pas courant en fait. Et c'est hyper intéressant parce que tu vois, dans ton parcours, la diversité de ton parcours, tu as mis en place des actions stratégiques, comme l'a dit Hélène tout à l'heure, et plus le fait que tu ailles à chaque fois jusqu'au bout, ce qui fait qu'en fait, il n'y avait rien qui pouvait t'arrêter et tu pouvais faire ce que tu voulais. Mmh, Donc, mmh, mmh. je pense que ça, c'est vraiment un rêve pour beaucoup de personnes, hein. C'est variété, passion et quand même avancer dans sa Ouais, carrière. Et tu as réussi à, ouais, tu à as rassembler réussi tout ça. à allier le tout, ouais. Franchement, ça, c'est une force. Parce que c'est pas évident, hein, de pouvoir allier tout ça, on Ça te fait tire chaud. notre chapeau. Je peux vous Ouais. dire qu'une soirée où je lisais tous mes emails de refus, j'aurais voulu vous entendre Ah, dire mais ça. on sait que ça fait partie du Ah ouais, process. Ça fait partie, hein. mais Et c'est c'est ça, vraiment, c'est un process. non, ça fait partie, ça fait partie. Moi-même, je me suis pris plein de refus, évidemment. Mais regarde là où tu es.
Ouais, exactement. Donc là, il y a des petits remerciements. Abeba, merci beaucoup Binta. J'espère que tu te souviens aussi souvent que possible que c'est un énorme boss move que tu aies dirigé une entreprise si jeune. Tu mérites tout l'épanouissement et le succès que tu vis. J'avoue. Abeba, je te remercie pour ces mots gentils, franchement. T'es une perle. Merci infiniment pour ces mots hyper touchants. Et je tiens à dire que c'est la première fois depuis longtemps que je me retrouve dans un environnement très bienveillant entre femmes noires et ça fait vraiment du bien, surtout dans le milieu professionnel. Donc vraiment merci pour toutes ces paroles bienveillantes. Vous êtes en train de soigner la moi du passé qui pleurait dans son coin en mode je suis nulle et personne veut de moi. Franchement, ça fait du bien. Donc vraiment, merci infiniment. Alors, un petit mot pour toi, Mehdi, Droma Futur, le must pour toute personne qui souhaite se reconvertir dans la tech et le digital, je recommande à 100%. Ça, c'est Célestine. Merci beaucoup. C'est vraiment adorable. Alors, aussi totalement d'accord avec le Vision Board, j'en ai un moi-même, ça c'est Célestine. Nouéza qui a répondu « Oui, je suis capverdienne ». Merci beaucoup pour ta réponse. Et est-ce qu'on a autre chose? Je pense qu'on a… Ah, Coralie, je ne sais pas si elle est encore dans le call. Parcours très impressionnant, merci pour le partage. Merci. Donc, on va clôturer. Merci pour ton partage, Binta. Donc, c'est Sandrine qui vient d'envoyer ce petit message, vient d'écrire ce petit message. Donc, mesdames, parce qu'il y avait principalement, je pense qu'il n'y avait que des femmes dans le call aujourd'hui. D'habitude, on a des mix, etc. Mais merci beaucoup à Mehdi, comme d'habitude. Hein. Merci à toi, Hélène. Experte tech. Et merci encore, Binta, d'avoir partagé ton parcours, ta passion pour le gaming, ta passion tout court pour le stylisme. Tu vas combiner tout ça. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des parcours qui sont un peu atypiques et qu'on peut partager avec notre audience. Donc voilà, c'est inspirant car je souhaite moi-même entrer dans la tech. Donc ça, c'est Coralie qui nous a… Quelqu'un qui veut entrer dans la tech. Ouais. Donc, tu sais à qui tu dois t'adresser. Hein. Il y a Mehdi qui est là. Donc, n'hésite pas à lui envoyer à la demander d'abord en connexion et à lui envoyer un message via LinkedIn. Donc, alors, on va faire une pause estivale, mais on va quand même continuer à poster des morceaux de vie de GTA Black Woman in Tech. On a fait pas mal de webinaires. On était aussi à Vivatech, donc on va poster un peu plus sur Vivatech. On a fait quelques posts récemment sur Vivatech. On continue à poster sur Vivatech et on se retrouve à la rentrée encore pour une nouvelle saison, bien sûr, d'interviews. Et on l'espère avec de nouveaux programmes qu'on va mettre en place, de nouvelles conférences. On en a fait une la semaine dernière. Ça s'est super bien passé, que des retours super, des feedbacks super pour GTA, ça nous permet d'avancer. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à nous suivre sur nos réseaux, sur la newsletter et vous allez, en septembre, on va passer à peut-être quelque chose d'un peu différent de ce qu'on fait et ce qu'on peut apporter à d'autres personnes qui veulent peut-être être un peu plus en exclusivité ou être vraiment en communauté un peu plus restreinte. On prévoit aussi de faire des dîners et des déjeuners où on sera en petit nombre, une dizaine de personnes, pour pouvoir échanger un peu plus. Voilà. Donc, je vous dis merci à toutes d'avoir suivi ce live et on se retrouve en septembre. Merci à vous, les filles. Merci. À très bientôt. Merci, à bientôt. Merci aux personnes dans le chat. À bientôt.